Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, à la fin de cette émission, juste après avoir parlé d'une autre reine, évidemment, nous allons maintenant conclure avec cette habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait, Judith Elmaleh, vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Judith. Bonjour Joseph. Alors, il y a d'abord une grande humilité qui s'est dégagée de tout cet échange que j'ai méticuleusement écouté. J'ai pris des notes et j'ai trouvé que cette humilité, à vous entendre, a été la règle d'or de cette vie, sous le sceau d'un drôle de destin. Celui de votre grand-mère, d'abord, la reine de votre roman. Alors, il y a des vies qui paraissent condensées, comme ça, plusieurs, quand on les évoque, qui suscitent la passion, l'émotion, l'identification. Et je dirais que votre grand-mère condense tout ça. Il y a à la fois cette sorte de... Voilà, quelque chose qui nous convoque dans notre fragilité, mais aussi dans notre grande puissance. Vous ne trouvez pas ? Absolument, et ça m'émeut beaucoup ce que vous dites. C'est exactement ce que je ressens par rapport à ma grand-mère. C'est cet alliage de la grande fragilité et voire même quelque chose comme ça qui la mettait au service des autres, mais dans le même temps, une possibilité de choisir sa vie. C'est ce qui trouble quand même dans ce tempérament. C'est vrai, c'est une force fragile, on va dire. Alors, vous filez la métaphore tout à l'heure en donnant l'exemple de la famille de boulanger et j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'elle est bonne la tradition chez vous. C'est vrai que c'est quand même une tradition particulièrement onctueuse. On veut la recette. Exactement. Parce que ce goût de l'autodérision marocaine, érigé en art absolu, il fallait le faire, surtout quand on a lu votre livre et qu'on connaît ce qui se cache derrière le poisson en sauce de votre grand-mère. On pourrait quand même se demander si, après avoir eu une telle histoire de vie, elle n'avait pas pour seul échappatoire le rire, finalement, elle. C'est ce que je veux dire aussi dans le livre, c'est que si, quand on est à l'adolescence, on supporte mal les grands rires qui couvrent un peu les grandes vérités, finalement, on est mieux en riant. Parce que parler des choses dramatiquement, ça n'ajoute que du drame au drame. Et finalement, on n'a pas caché, mais on a simplement consolé avec du rire, enveloppé avec du rire, réconforté avec du rire. Et finalement, je suis reconnaissant à ma famille d'avoir accompagné toutes ces situations qui sont un petit peu dramatiques par du rire. Ça nous a fait les vivre beaucoup mieux. Et qu'est-ce que vous pensez alors d'Oscar Wilde quand il dit que le rire est la politesse du désespoir ? Je suis totalement d'accord avec lui. Alors, avoir pour votre grand-mère avoir été une épouse de nécessité, c'est sans doute quelque chose qui fait réfléchir à ce qu'est vraiment l'amour pour la petite fille que vous êtes. Oui, c'est vrai que ça m'a posé question souvent, parce que c'était une femme qui a aimé... qui a été aimée par nécessité et qui a aimé par nécessité parce qu'avec les années, elle a aimé mon grand-père. Et il l'a aimé à leur manière et comme ils pouvaient. Donc, et moi, à côté de ça, j'étais une petite fille qui lisait des grands romans d'amour, Belle du Seigneur et autres contes de fées. Donc, comment on se situe par rapport à ça ? Comment la littérature nous vend des trucs fous, du rêve, du romantisme, et alors qu'on a une grand-mère qui a été mariée très jeune pour des nécessités. J'ai essayé de prendre un peu de tout. Et surtout d'avoir le rapport le plus sincère avec ce qu'on ressent pour l'autre. C'est pas un chemin facile. Alors, elle vous disait aussi, votre grand-mère, attention, si tu n'es pas heureux, tu t'en vas, comme un leitmotiv, une manière de tirer des enseignements du passé, une manière peut-être même de conjurer le sort, au fond, de faire se retourner le destin en plein du côté de la vie. C'est finalement la seule possibilité de la rencontre, de pouvoir partir. Oui, la séparation n'est pas toujours synonyme de catastrophe. Oui. Ça peut être une seconde naissance. La naissance, c'est une séparation. On se sépare de sa maman, on est. Donc, ça peut être une seconde naissance. C'est pas souhaitable, mais ça peut l'être en tout cas. Et au fond, savoir qu'on peut se séparer si on ne s'aime plus d'aventure, si on ne s'aime plus, c'est
pouvoir s'aimer. Exactement. Savoir qu'on peut partir, c'est la plus grande forme de liberté, même si on ne l'utilise pas. Va travailler, va faire rire les gens, hein, vous disait-elle, son soit courage. Je vais essayer d'avoir... Soit courage. Soit courage. J'ajouterais que c'est cela la véritable souveraineté de caractère, au fond, cette capacité de faire feu de tout bois, cette dignité teintée d'élégance qui peut sauver de la honte, du mépris, du regret, faire rire avec du sens, transmettre quelque chose, faire que même le sentiment de l'absurde, même le plus grand cirque cache une intelligence chaplinesque, un regard acéré et tendre sur le monde, comme votre grand-mère l'avait pour votre poisson imbibé d'eau dans la poêle. Et alors, j'aimerais terminer sur la grenade qu'il y a sur la couverture de votre livre, Une reine aux éditions Robert Laffont. Une grenade, c'est pas rien quand même, ce fruit. Hein, c'est plein de symboliques. Ah oui, oui. Et ça m'a été proposé par mon éditrice qui, en lisant le manuscrit, elle m'a naturellement proposé cette image et elle avait vraiment touché ce qu'il fallait toucher. D'abord parce que c'est la femme, la grenade. Oui. C'est un fruit biblique, Oui. éminemment biblique pour de multiples raisons. Pour déjà Rosh Hashanah, c'est bientôt, on parle beaucoup de grenades. Absolument, oui, oui, c'est un des symboles de Rosh Hashanah. Et puis il y a un côté même dans son image, dans son apparence, qui fait penser à quelque chose de très charnel, de très fort. C'était vraiment ça me va très bien comme image, quoi. Oui, parce que alors j'ai appris qu'effectivement la grenade était un fruit originaire de Perse et que c'est un des 7 fruits qui symbolisent la bénédiction pour la terre promise en Israël. Absolument. Absolument, c'est un fruit sacré. Oui. On fait une bénédiction spéciale quand on mange une grenade, pas comme les autres fruits. Et puis, il y a d'ailleurs une chanson de Clara Luciani sur la femme. La grenade. Qui s'appelle La grenade. Donc, Ouais. il y a une vraie symbolique autour de ce fruit. Un des fruits du paradis pour sa profusion, sa saveur sucrée. Alors vraiment, Judith Elmaleh, je pense que la profusion et la saveur sucrée, c'est l'ADN de votre sève familiale. Ah, c'est gentil, merci. Merci 1000 fois. Et merci Voilà, à vous, Cyrielle. Joseph Agostini. Merci beaucoup pour ce portrait bien détaillé et bien expliqué de Judith Elmaleh. Et on vous retrouve bien sûr tous les mercredis sur Radio J.